Mardi 17 mars, 9 CRS ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de 6 à 24 mois de prison, avec sursis pour avoir frappé des gilets jaunes réfugiés dans un Burger King le 1er décembre 2018. Ce jugement, plus de 7 ans après les faits, montre la sensibilité de ces dossiers, dont très peu ont débouché sur un procès, et seulement un autre en octobre dernier, à la condamnation d'un CRS qui avait fracassé la mâchoire d'un manifestant, accusé d'être plus brutal, plus militarisé qu'il ne l'était. Le maintien de l'ordre a soulevé beaucoup de questions et de débats ces dernières années. Alors revenons sur son évolution pour se demander si le maintien de l'ordre est réellement plus violent. Et un invité ce soir pour nous éclairer, Cédric Moreau de Belin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences HDR en sociologie à l'École normale supérieure. Vous signez par ailleurs pour les presses universitaires de France cet ouvrage intitulé Face à face, maintien de l'ordre et démocratie. Et je salue Julien Bisson à mes côtés. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Quand on regarde les vidéos, ce que tout le monde avait pu voir, on savait pertinemment qu'ils avaient été victimes de violences graves par des fonctionnaires de police. Donc on a attendu 7 ans et aujourd'hui, évidemment, la justice vient, au bout de 7 ans, reconnaître la responsabilité de ces fonctionnaires en matière pénale. Et on peut s'en satisfaire. Et les peines vont de 6 mois jusqu'à 24 mois de prison avec sursis. Pas d'interdiction de port d'armes ni d'exercice professionnel. Non-inscription au casier judiciaire, et je pense que ce jugement correspond peu ou prou au déroulement de la scène et aux responsabilités des uns et des autres. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas de supérieur hiérarchique qui soit jugé et qui soit condamné. Les propos d'Arié Halimi, avocat des manifestants frappés par les CRS dans un Burger King. Cédric Moreau de Belin, comment est-ce que vous analysez cette décision de justice comme sociologue spécialiste de maintien de l'ordre, mais j'allais dire presque aussi comme historien, parce que c'est presque un travail d'histoire que vous avez mené dans cet ouvrage? En effet, je mobilise beaucoup la perspective historique pour traiter de la question de la situation actuelle du maintien de l'ordre. Cette condamnation est effectivement relativement remarquable, même si elle a quand même des précédents, des antécédents, mais elle correspond effectivement à quelque chose qui me semble caractériser particulièrement la situation contemporaine. C'est que la question de l'usage de la violence dans les situations de protection collective par les forces de l'ordre fait l'objet d'une attention publique, des pouvoirs publics, des médias et plus généralement de la population, nettement plus importante qu'auparavant. Alors on va essayer de comprendre justement pourquoi cette attention est croissante dans le temps, et pour cela, Julien Bisson. Oui, en lisant votre essai Face à face, dans les premières pages de votre premier chapitre, vous décrivez une scène d'une grande violence, un passage à tabac très violent. Cette scène peut sembler très actuelle, mais au bout de cette description, vous nous rappelez qu'elle a eu lieu en 1994, à un moment où la situation à l'époque, vous dites, pourrait paraître pacifiée, et vous dites ceci: il ne s'agit pas de sous-entendre qu'il n'y aurait aujourd'hui rien de nouveau et que le syntagme crise actuelle du maintien de l'ordre ne serait qu'un artifice médiatique, une exagération militante, une complainte policière, une panique morale, le fruit d'une amnésie sélective ou l'indice d'une sensibilité devenue sensiblerie. Alors de quoi s'agit-il ? Question complexe que j'ai essayé de traiter en un certain nombre de pages. Effectivement, ce petit artifice que j'ai utilisé au début du livre visait à mettre en évidence le fait que le niveau de violence attesté de certains services de police ou de certains policiers ne suffit pas à expliquer mécaniquement le fait que l'on s'en préoccupe collectivement. Il n'y a pas de scandalisation mécanique de l'usage de la violence. Et dans mon expérience, j'ai assisté aussi au début des années 2000 à des situations particulièrement brutale de maintien de l'ordre et qui donnait relativement peu l'occasion, enfin qui prêtait peu à discussion collective. Donc j'ai entrepris ce travail pour essayer de comprendre ce qui s'était passé
en m'intéressant aux transformations du maintien de l'ordre, mais aussi en m'intéressant aux transformations de s'y rapporter. Vous vous rappelez d'ailleurs ces mouvements qui ont traversé la décennie des années 2000, le mouvement lycéen en 2005 contre la loi Fillon, les émeutes ou les révoltes, c'est selon, dans les quartiers populaires la même année, les manifestations contre le CPE en 2006, les émeutes ou les révoltes de Villers-le-Bel en 2007, le contre-sommet OTAN en 2009, bref, tous ces événements ont vu des affrontements entre police et manifestants et n'ont pas suscité, Cédric Moreau de Bellin, le même émoi, le même intérêt que l'on trouve aujourd'hui? En tout cas, ils n'ont pas suscité le même type de diagnostic que l'on a vu fleurir à partir du début au milieu des années 2010. Diagnostic d'un côté qui consiste à dire que le niveau de violence engagé par les protestataires dans les situations de protestation collective n'a jamais été aussi élevé, et le diagnostic inverse, selon lequel les forces de police sont de plus en plus violentes. Bien sûr, dans les années 2000 et auparavant, il arrive que ces jugements soient formulés, mais ils sont portés par moins d'acteurs et puis ils demeurent moins, ils franchissent moins d'épreuves dans le débat public. Julien Bisson. Est-ce que ça signifie que c'est le niveau de violence qui a changé ou est-ce que c'est notre sensibilité à cette violence, est-ce que se joue une question finalement de consentement à la violence, mais la violence même légitime de la part des forces de l'ordre? Je pense que l'enjeu consiste à dire que les deux ne s'opposent pas. Ce n'est pas. On pourrait parfaitement imaginer, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui arrive en tout cas dans une partie des cas. On peut parfaitement imaginer que le niveau de violence s'accroisse et que le niveau d'intolérance à la violence aussi. Je voudrais vous faire entendre un extrait qui date du 29 novembre 2014. Denis Favier, directeur général de la Gendarmerie nationale française. On est 4 jours après la mort de Rémi Fraisse sur le chantier du barrage de Sivens. L'escadron que j'ai rencontré est un escadron responsable, un escadron chevronné, composé de personnel équilibré, conscient de leurs responsabilités, conscient des conditions d'engagement difficiles au maintien de l'ordre. J'ai trouvé très affecté par cette situation opérationnelle qu'il n'avait jamais rencontrée jusqu'alors. J'ai trouvé des hommes qui, pendant des heures, ont été harcelés, ont fait l'objet de tirs, de pierres, de tirs de fusée, de détresse, et ont été malmenés par des gens qui avaient très clairement la volonté d'en découdre. L'escadron que j'ai rencontré et celui qui l'a précédé sur la défense du point qui leur avait été donné sont en position statique. Ils ne bougent pas, ils ne sont pas à la recherche d'un contact avec des opposants. Ils font l'objet sur leur position d'agressions caractérisées, d'équipes qui sont déterminées, qui se déplacent, qui sont très mobiles, d'individus casqués, cagoulés et qui agressent les forces de l'ordre avec une violence qui n'a jamais été rencontrée par les gendarmes engagés dans une opération de maintien de l'ordre. Bon, alors lorsqu'on écoute Denis Favier, on a le sentiment que l'entière responsabilité revient aux manifestants, alors même que c'est bien Rémi Fraisse qui est décédé. Cédric Moreau de Bellin, pourquoi cet événement, la mort de Rémi Fraisse, représente selon vous une étape, une bascule importante dans la perception même que nous avons aujourd'hui du maintien de l'ordre et des problèmes afférents? Ce qui est effectivement marquant dans ce drame, c'est que cela faisait un certain nombre d'années qu'il n'y avait pas eu de mort à l'occasion de situations de maintien de l'ordre. Donc de ce point de vue, je ne sais pas si c'est un point de bascule, même si Ari Halimi, qu'on a entendu tout à l'heure dans un ouvrage récent, indiquait que c'était le point de départ d'une nouvelle histoire des violences policières. Et d'une prise de conscience. Et alors voilà, c'est cette question qui se pose. En tout cas, les déclarations du général Favier constituent le point de départ, me semble-t-il, en tout cas c'est ce qui ressort de l'enquête que j'ai conduite, de la formulation de ce diagnostic selon lequel les forces de l'ordre sont confrontées à un niveau de violence inégalé de la part des protestataires et que l'on retrouve à partir de ce moment-là régulièrement à l'occasion d'autres situations de contestation, le mouvement contre la loi travail en 2016 et plus encore au moment du mouvement des Gilets jaunes. Mais est-ce que ce diagnostic correspond à une réalité objective? Est-ce que objectivement les manifestants se trouvent être face à la police, face à la gendarmerie, aux forces de l'ordre en général, plus violents, plus contestataires, plus belliqueux? Est-ce que cela correspond à une réalité? La réponse n'est pas si évidente à apporter. On a
tout un tas de moyens, tout un tas de travaux de collègues historiens pour relativiser l'affirmation, c'est-à-dire pour montrer que les autonomes des années 70, les enragés des années 60, certains mouvements de contestation paysanne des années 50 n'avaient rien à envier en termes de niveau de violence. Et pourtant, j'ai pris le parti de ne pas chercher à répartir le bon grain de l'ivresse et de comprendre pourquoi et comment ces diagnostics étaient formulés et pourquoi ils persistaient. Qu'est-ce qui s'était transformé, non pas dans l'activité protestataire, mais dans l'activité sociale, maintien de l'ordre dans son ensemble, c'est-à-dire y compris toutes les formes d'interrelation que cela suppose, qui permettent de saisir les raisons pour lesquelles on entend ces diagnostics de plus en plus souvent. Julien Bisson. Vous parlez de diagnostic, en écoutant les propos du général Favier, on entend homme harcelé, agression caractérisée, violence inédite. Est-ce que c'est aussi une bataille sémantique, en tout cas une évolution sémantique dont on voit la trace à partir de 2014 ? C'est pas exclure, mais cette bataille sémantique n'est pas neuve non plus. Vous rappeliez l'extrait du début du livre où je reviens sur des manifestations des années 90. Le ministre de l'Intérieur, alors à l'époque, le ministre de l'Intérieur faisait preuve des mêmes types de joutes sémantiques. On n'a pas oublié les déclarations à la suite de la mort de Malik Oussekine. Donc je ne crois pas qu'en 2014, il y a un basculement total sémantique. Et par ailleurs, quand bien même il y a évidemment quelque chose, et je le dis dans l'ouvrage, il y a quelque chose de la tentative d'attribution de responsabilité inversée, je ne pense pas que cela suffise à comprendre ce qui se passe sociologiquement dans cette émergence d'un diagnostic récurrent de la violence inégalée des manifestants. La force de votre livre, Cédric Moreau de Belin, c'est aussi de raconter, de décrire la façon dont, historiquement, là encore, le maintien de l'ordre évolue, et vous dégagez trois grandes tendances, la spécialisation, déspécialisation, la militarisation, démilitarisation, et la politisation également des forces de l'ordre. Alors, faisons les choses dans l'ordre, si je puis dire, justement, ce sujet de la spécialisation. Pourquoi est-il si important pour comprendre comment les forces de l'ordre françaises ont évolué, se sont transformées dans le temps? Là aussi, vaste question. L'histoire du maintien de l'ordre en France, c'est l'histoire de l'intégration politique progressive des conflits sociaux. Alors, difficile de trouver le point zéro, l'origine de cette transformation. Il y a de magnifiques travaux d'historiens sur la manière dont la gendarmerie fait face dans la première moitié du 19e siècle à des formes rébellionnaires. Dans l'ouvrage, je les évoque, mais disons que je pars davantage du moment où les gouvernants soustraient à l'armée la gestion de situations potentiellement conflictuelles de maintien de l'ordre. Pourquoi la question de la spécialisation est importante ? C'est parce que le cheminement historique de la manière dont ont été encadrées les protestations collectives en France ont pris ce chemin-là, c'est-à-dire d'abord des techniques qui nous apparaissent aujourd'hui très répressives, mais qui étaient quand même tendanciellement moins répressives à l'époque qui ont été adoptées par les forces de police, l'élaboration progressive de normes pratiques, pas uniquement réglementaires, administratives, mais pratiques entre protestataires et forces de l'ordre, l'adoption, la création, ce qui est un choix national qui n'a pas été fait dans tout un tas d'autres pays, qui a consisté à créer des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, la gendarmerie mobile en 1927, et puis les compagnies républicaines de sécurité, alors qui ont été créées en 1944, mais qui ont été très vite orientées vers le maintien de l'ordre en 1947-1948. Et la création de ces forces est l'indice le plus avancé
de cette spécialisation, mais qui ne s'est pas arrêté avec ces forces, puisque ces forces elles-mêmes se sont progressivement aussi spécialisées en interne, qu'il existe différentes forces de police qui sont amenées à intervenir en maintien de l'ordre avec un degré de spécialisation plus ou moins avancé, ce qui d'ailleurs nourrit parfois des formes de différenciation et de désaccords internes à l'institution. Donc on a eu originellement en France, dans l'organisation même du maintien de l'ordre, une spécialisation avec des services spécialisés dans le maintien de l'ordre et le reste des services de police, de gendarmerie. En quoi cette frontière classique, justement, s'est peu à peu effritée? Alors, je ne suis pas certain qu'elle se soit effritée. Je pense que ce qui fait la différence entre des CRS et des forces non spécialisées en maintien de l'ordre sont des différences qui demeurent. Ce qui s'est progressivement passé, c'est que en plus des forces spécialisées en maintien de l'ordre, ont été adjointes d'autres forces de police qui n'avaient pas exactement les mêmes objectifs que les forces mobiles de maintien de l'ordre qui travaillaient et travaillent toujours avant tout avec l'idée qui consiste à former collectivement des barrières, enfin en tout cas des barrages, pardon, et lorsqu'ils chargent, devoir charger ensemble. Qui avaient aussi pour principe d'être dans une position très défensive de lieu, d'intersection de rue, voilà. Et troisième principe, la mise à distance des manifestants. Eh bien, à ces services spécialisés ont été ajoutés des groupes à qui on a demandé cette fois d'aller interpeller des protestataires, ce que les CRS ou les gendarmes mobiles faisaient certes, mais nettement moins que d'autres, et qui ont apporté dans le maintien de l'ordre d'autres types de techniques et qui ne correspondaient pas à celles qui avaient formé le socle, disons, des principes du maintien de l'ordre pendant une bonne partie du XXe siècle. Julien Bisson. Une deuxième tendance que vous analysez dans votre essai, c'est la militarisation. Vous écrivez: après le massacre de Fourmi de 1891, dans une manifestation ouvrière, l'armée apparaît de plus en plus aux yeux du personnel politique comme ne pouvant plus constituer une réponse adéquate au maintien républicain de l'ordre. Est-ce que nous assistons aujourd'hui à une forme de remilitarisation? Et si oui, comment est-ce qu'elle se traduit? C'est un débat très intense, à la fois porté par les associations, ou en tout cas certaines associations critiques de l'action policière, et par un certain nombre d'écrits. Et qui ne vise pas toujours la même chose, qui vise parfois la question de l'évolution de l'armement, qui vise parfois la question du type de hiérarchie et de commandement qui existe dans les forces spécialisées du maintien de l'ordre, qui sont organisées de manière très hiérarchisée et qui obéissent à des ordres qui ne sont pas nécessairement donnés depuis le terrain. Et puis parfois, l'argument de la remilitarisation vise les déclarations de certains responsables politiques disant qu'il faudrait utiliser l'armée dans les situations les plus catastrophiques. La question de la remilitarisation me semble se poser de manière particulière dès lors que ce qui continue de caractériser ces forces mobiles de maintien de l'ordre, c'est précisément qu'ils se construisent à l'écart du modèle militaire. En tout cas, ils sont tendanciellement construits contre ça, considérant qu'ils ont affaire à des adversaires et non à des ennemis, et que de ce point de vue, l'argument de la militarisation leur paraît porter, disons, à côté de la cible, puisque eux essaient au contraire de défendre l'idée que c'est précisément parce qu'ils ne sont pas militaires qu'ils interviennent comme ils interviennent. La question de la troisième tendance que vous décrivez, celle de la politisation des forces de l'ordre, j'allais dire, c'est peut-être la plus originale dans l'actualité des débats qui traversent cette question du maintien de l'ordre en général. Pourquoi là aussi mettre la lumière sur cette tendance de la politisation et surtout cette politisation, comment est-ce que vous la mesurez très concrètement? J'aurais peut-être dû commencer par préciser quelque chose, c'est que j'ai adopté comme méthode de travail le fait de suivre la manière dont les acteurs du maintien de l'ordre se figurent
le fait que ce maintien de l'ordre est en crise et comment ils y apportent des réponses. Là, et comment ils le diagnostiquent, comment ils l'interprètent. La politisation, j'ai pas eu besoin de l'apporter. Il suffit de commencer à suivre les controverses autour du maintien de l'ordre pour la voir émerger. Pour l'avoir éclaté au grand jour. Et alors, qu'est-ce que justement cela induit là aussi du point de vue de l'analyse du maintien de l'ordre, cette tendance de la politisation? Alors, elle induit d'abord de constater que ce n'est pas c'est pareil, c'est pas une totale nouveauté. C'est-à-dire cette question se pose à plusieurs moments dans l'histoire des institutions policières françaises. Là, elle se pose aujourd'hui, peut-être d'une manière spécifique, c'est celle qui consiste à considérer que la police ou la gendarmerie sont utilisées comme réponse à des problèmes sociaux. Ce que je trouve frappant, c'est que ces dernières années, sur les 15 dernières années, à plusieurs reprises, ce sont des responsables de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui eux-mêmes ont critiqué le fait qu'ils étaient utilisés comme réponse à une crise sociale. Julien Bisson. Ce que vous mettez aussi en avant dans votre essai, c'est l'émergence de nouvelles formes de contestation qui peuvent appeler d'autres formes de maintien de l'ordre. Vous évoquez notamment le fait que les manifestations ne suivent plus toujours l'itinéraire prévu ou alors qu'elles ne respectent pas le tracé annoncé, l'émergence des ZAD. Est-ce que ces évolutions sont la cause ou l'effet de l'accroissement de la violence ? Ce que vous dites est tout à fait juste. Et en même temps, ce que j'indique aussi dans le livre, c'est que tous ces phénomènes d'écart par rapport aux règles habituelles à la ritualisation du maintien de l'ordre, on en trouve pléthore d'exemples dans l'histoire. Ce qui me semble être plus spécifique à la situation contemporaine, c'est que en fait, cette ritualisation historique du maintien de l'ordre est arrivée dans les années 2000-2010 à un stade de codification et de partage en fait si élevé que ce que je crois voir apparaître à ce moment-là, c'est une situation de malaise, notamment de la part des forces de l'ordre, lorsqu'il s'agit d'avoir affaire à des groupes qui, précisément, s'extraient de ces règles. Alors, encore une fois, des groupes qui s'extraient de ces règles, ça fait longtemps qu'il y en a. Mais ils étaient peut-être soit plus monnaie courante, soit déstabiliser moins le partage des règles ritualisées du maintien de l'ordre. Or, ce que je constate, c'est que dès lors que certains groupes s'affranchissent de ces règles, il y a une probabilité plus importante qu'ils soient traités par l'usage de la force qu'autrement. Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'une lettre que vous connaissez bien, la lettre du préfet de police Maurice Grimaud aux policiers. On était le 29 mai 1968, une lecture assurée par Juliette Moëllic. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. Je sais que ce que je dis là sera mal interprété par certains, mais je sais que j'ai raison et qu'au fond de vous-même, vous le reconnaissez. Si je parle ainsi, c'est parce que je suis solidaire de vous. Je l'ai dit déjà et je le répéterai. Tout ce que fait la police parisienne me concerne et je ne me séparerai pas d'elle dans les responsabilités. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons également tous solidaires dans l'application des directives que je rappelle aujourd'hui et dont dépend, j'en suis convaincue, l'avenir de la préfecture de police. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous. Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Dites-vous aussi que lorsque vous donnez la preuve de votre sang-froid et de votre courage,
ceux qui sont en face de vous sont obligés de vous admirer, même s'ils ne le disent pas. Cette lettre, Cédric Moreau de Bellin, bon, c'est évidemment un classique parmi les classiques, et dans le même temps, c'est aussi un idéal. En quelques mots, qu'est-ce qu'un bon maintien de l'ordre du point de vue des forces de l'ordre, justement? Comment théorise-t-il cette vision-là des choses? Ce qui tend à dominer, l'utilisation du verbe tendre compte dans ce que je dis, ce qui tend à dominer, c'est de considérer qu'un maintien de l'ordre est réussi lorsque il est exempt de troubles, ou lorsque même si des troubles éclatent, ceux-ci sont réduits très rapidement. Cela contraste avec une période historique où quelque chose comme un désordre toléré était intégré plus largement par les responsables du maintien de l'ordre. Merci beaucoup Cédric Moreau de Bellin, et merci également Julien Bichon d'être venu au micro de Questions du Soir ce soir. Si l'on souhaite se procurer le 1 cette semaine, qui trouvera-t-on? Eh bien, on y trouvera l'ancienne première ministre finlandaise Sanna Marin, l'historienne Michel Perrault, pour nous éclairer sur la question pouvoir, où sont les femmes, alors que seules 2 mairies sur 10 parmi les 10 villes les plus peuplées de France aujourd'hui ont porté une femme à leur tête. On essaie de s'intéresser à la place des femmes dans les cercles de pouvoir économique, politique ou administratif. Très beau numéro du 1 Hebdo, encore une fois. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bruno Barada, Inès Bouffartic, Sébastien Rodieken, à la réalisation, Léa Racine.